De retour sur Solidarcast, deuxième partie. Donc on va continuer notre débat sur l'informatique, est-il grand public ou pas. Et mais justement, alors tout à l'heure, dire que tu disais que tu avais un ordinateur qui datait de quelques années, qui était plutôt lent. Oui, alors... quand je dis plutôt, c'est raisonnable. Hein. Plutôt lent, ça dépend des systèmes d'exploitation qu'on utilise. Hein, voilà, oui. Parce que souvent, toi, les je gens... sais que tu es un Linuxien. Un libriste. Un libriste, voilà. Je ne suis pas un Linuxien, mais des libres, ça existe que chez Linux. Alors, et moi, j'utilise un système qui tire le maximum possible de la machine. Alors, ça veut dire... il s'adapte aux fonctions de la machine. Ce n'est pas forcément le système... le plus, on va dire, graphiquement joli. Ouais. Mais si je clique sur un icône, c'est presque dès que je lâche la souris, c'est instantané. Et le démarrage, mon ordinateur il démarre en dessous les 7 secondes maintenant. Hein. D'accord. Voilà. Alors justement, donc, bonne transition, Dirk, merci. Puisque justement, moi je voulais parler quand même des machines un petit peu... aujourd'hui, les machines sont quand même plutôt puissantes, quoi. Oui. C'est assez réactive. Tu disais que sous ton système libre, tu cliquais, ça démarrait quasiment et que ton système démarrait en 7 secondes. Moi, je sais que j'ai la dernière version de Windows sur mon PC portable. Et c'est vrai, comme ils ont fait des sacrés efforts, on peut critiquer l'interface graphique de Windows 8. Bon, par contre, c'est vrai que le système démarre en 5 secondes. Hein. Oui. Donc c'est vrai que c'est quand même des systèmes qui sont aujourd'hui quand même assez réactifs. Les machines sont de plus en plus puissantes et c'est vrai que les gens n'ont pas besoin de forcément attendre 107 ans pour faire démarrer une application ou le système. Sans compter les crashs qui ont diminué quand même. En termes de stabilité, on a gagné. Mais 5 secondes arrivé sur le bureau ou vraiment ? Oui, arrivé sur le bureau. Ouais, prêt à l'utiliser. Ouais. D'accord. Non, mais c'est beaucoup amélioré, mais je trouve ça quand même dommage. Il fallait attendre presque 20 ans pour avoir un système aussi rapide qu'à l'époque des Amiga où les PC étaient tellement vieux et ils démarraient très rapidement. Hein. Si on voit les premiers Windows qui démarraient, c'était relativement rapide. Hein. Surtout qu'il fallait d'abord démarrer MS-DOS, puis ensuite Windows. Puis Windows. Donc voilà, mais si on compte, parce que c'était manuel, mais si on a automatisé tout ça, oui, bien sûr, c'était ultra rapide par rapport à, on va dire, un Windows XP ou Vista. Voilà, des choses qui sont un peu bizarres. Alors moi je trouve que les meilleurs démarrages, non, mais enfin, si on peut parler de démarrage, de temps de démarrage, il y a une belle évolution et puis quand l'idéal c'est quand le système est intégré à la ROM ou à la mémoire vive de la machine, et là ça démarre tout de suite, on l'a tout de suite, quoi, un peu comme sur les flash. Voilà, c'est ça. On n'a pas de disque dur, pas de pièces en mouvement, pas de perte de temps. Pareil, les disques durs SSD permettent ça aussi aujourd'hui. Ouais. Alors justement, on va rester un petit peu dans les systèmes, parce qu'il y a quelque chose qui a permis justement de rendre l'informatique vraiment plus grand public. Truc tout bête, c'est la traduction des interfaces graphiques. Ah oui. Avant, tout était en anglais, les menus en anglais, lignes de commande en anglais, tout ce que vous voulez en anglais. Aujourd'hui, ça fait quand même maintenant quelques années, je crois que depuis Windows 3.1, il y avait déjà des traduction française, mais c'est vrai que ça a quand même aidé au développement de l'informatique pour le grand public, pour la personne lambda. Voilà. Parce que souvent les gens ils sont quand même assez anglophobes et veulent comprendre tout de suite. Et si l'interface elle n'est pas compréhensible, souvent ils abandonnent très vite. Tout à fait. Alors ça peut être d'ailleurs un souci qui freine à l'utilisation des systèmes comme Linux, parce que souvent des traductions ne sont pas forcément complètes. Alors ça dépend des interfaces graphiques qu'on va utiliser, mais c'est vrai nous on rencontre en tant que médiateur numérique beaucoup de personnes qui disent oui mais c'est pas en français, ça me gêne, et finalement ça les rebute dans l'utilisation. Oui, enfin tout n'est pas traduit. Beaucoup est traduit, mais pas tout. En fait, c'est ça qui peut être un peu gênant. Il y a encore quelques traductions à faire. Mais c'est vraiment minime. Moi, je vois mes enfants qui sont entre 6 et 12 ans. Ils ne sont pas du tout anglophones. Ils l'utilisent tous les jours sans grosse difficulté. Ils vont sur Internet, ils font des traitements de texte sans difficulté. Alors, il faut juste les expliquer avec des mots simples pour les enfants. Et ça, c'est le gros souci. On revient encore une question de culture également. Voilà. Tout à fait. Également, la facilité grand public, notamment aussi pour communiquer. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a de nombreux outils. J'aime bien comment tu as séparé communiquer. Communiquer, oui. Oui, donc beaucoup de services que le grand public utilise tous les jours, donc notamment le mail. Oui. Quelque chose qui. Mais surtout parce que ça parle aussi aux gens. Toutes ces fonctionnalités, communiquer avec le public, envoyer du courrier, ça parle aux gens. Donc je pense que toutes ces personnes-là peuvent s'approprier plus facilement cet outil-là, parce que ça leur parle, donc je pense que ça les intéresse également.
Alors moi je trouve qu'il y a de gros efforts sur le mail parce que quand tu veux paramétrer ta boîte mail avec un client de messagerie type Mail, Thunderbird ou Outlook, ça se fait quasiment automatiquement maintenant. Tout à fait, Ils cherchent les serveurs, tu n'as plus à les rentrer à la main comme on le faisait avant. Et encore mieux, maintenant il y a le webmail, ça existait déjà depuis longtemps, mais ça s'est popularisé avec les portails comme je pense Orange ou des choses comme ça. Oui, Gmail aussi. Et en fait, on n'a plus besoin d'avoir un client de messagerie comme avant. Enfin, il y a moins besoin de cette nécessité-là pour le grand public, on va dire. Tout se fait sur n'importe quelle machine directement. Et voilà, ça simplifie un peu les choses, effectivement. C'est certainement dû aussi au fait que maintenant, les connexions Internet sont illimitées, alors que dans le temps, ça ne l'était pas. Donc, il fallait vite fait télécharger tous ces mails avec toutes ces images, couper sa connexion pour se garder ces 50 heures là. Oui, parce que t'étais chez Free, toi. Jeanne qui voulait téléphoner et tu pouvais pas téléphoner parce que tu étais sur Internet et tu t'es fait disputer par maman. 56K. Donc maintenant c'est limité, donc on n'a plus à se poser cette question. Est-ce que je vais avoir le temps? Est-ce que j'aurai encore de la connexion? Donc là, voilà, on peut utiliser son webmail plus facilement. Mais ce qui est vrai, c'est que ce qui a simplifié l'accès au grand public, c'est le fait qu'on n'ait plus à rentrer les paramètres du serveur entrant, sortant, à la moindre faute de frappe et ça merdait. C'est ça. Donc voilà, maintenant tout est fait automatiquement. Voilà, et même c'était bien indiqué dans les courriers qu'on avait de nos fournisseurs. C'est vrai. Et malgré tout, c'était pas évident pour le commun des mortels, entre guillemets, de renseigner ces informations. Ils confondaient les mots de passe avec le nom les d'utilisateur, de connexion et de mail, enfin voilà. Si on fait des comparaisons, les sites internet, ça a également été simplifié aujourd'hui. On parlait tout à l'heure en off entre nous du site internet pour déclarer ses impôts, avec le certificat de sécurité qu'il fallait approuver, télécharger, etc. Conserver, sauvegarder, sur une clé USB. Si on formatait son ordi. Voilà, tout à fait. Ouais. Et aujourd'hui, tu n'en as plus besoin. Il suffit de ta déclaration et roule, quoi. Ça se fait tout seul ou quasiment. À condition d'avoir les bons chiffres, ça va plus vite. Tout à fait. Ouais, puis même l'interface est intuitive. C'est vrai qu'ils ont quand même beaucoup de sites administratifs ont simplifié leurs interfaces pour rendre les choses intuitives, pour que tout le monde puisse l'utiliser. Et j'allais dire parfois trop, quand on voit les applications qu'on développe pour les sites internet, quand on va sur une tablette ou sur un smartphone, voulez-vous télécharger l'application Intel quand on est sur un site internet qui donne moins d'informations et qui est encore plus réduit qu'avant? Je trouve qu'on simplifie presque trop. Voilà. Mais dans la simplification, je pense qu'on n'a jamais fait assez parce que quelquefois, il faut valider 36 000 fois quand même pour dire oui. Par exemple, moi, ça m'a toujours énervé quand je veux supprimer un fichier. Voulez-vous vraiment supprimer ce fichier? Est-ce que vous êtes sûr à supprimer ce fichier? Quand je clique sur supprimer, il faut laisser aussi le choix à l'utilisateur à faire des bêtises. Parce que souvent, aujourd'hui, c'est sécurité, on parle que de ça. Donc voilà, on te demande 36 000 fois confirmation avant de supprimer quoi que ce soit, quoi. Et qui c'est qui parlait? C'est toi, Christophe, qui parlait donc de simplicité. Alors il n'y a pas que non plus dans ces sites administratifs, il y a beaucoup de simplicité. Alors j'ai encore reviens une fois dans le jeu vidéo. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on a quand même rendu le jeu vidéo. Alors tout à l'heure je disais que les machines étaient de plus en plus complexes à utiliser, alors que les jeux c'est tout le contraire. Ils sont de plus en plus simples. Et on mâche beaucoup le travail aux joueurs parce que vous avez toutes les indications de touches appuyées sur l'écran. On en est même envahi de ces petites choses comme ça. On prend trop le joueur par la main, moi je trouve. Il y en a qui aiment ça. Les jeux une fois trop difficiles, on l'abandonne. Donc c'est pour ça que les développeurs, même les éditeurs simplifient un petit peu les jeux. Oui, parce qu'ils regardent par la pub après dans le jeu. C'est ça. Voilà. Et surtout, il y a un gros phénomène depuis plusieurs années, c'est ce qu'on pourrait appeler des films interactifs, où finalement on regarde juste une vidéo et de temps en temps on appuie sur un bouton qui est indiqué à l'écran. Donc moi je trouve pas que ce soit trop du jeu vidéo. Je pense notamment à Heavy Rain ou à The Last Wharf où voilà, on est juste spectateur. De temps en temps on vous dit appuie sur X, appuie sur carré et voilà, c'est tout. C'est Dora l'exploratrice, mais la carte. Moi je n'achète pas un jeu vidéo pour me faire prendre par la main. Voilà, moi c'était vraiment le système de jeu. Les émotions, les graphismes, je m'en fiche un peu. Bon après ça c'est juste mon. Oui, c'est mon point de vue. Mais si c'est pour juste regarder une vidéo de 10 heures, je regarde une série, quoi. Oui, voilà. Je regarde une saison d'une série, quoi. Je vais pas acheter un jeu 60 €, quoi. Et par contre un truc j'ai beaucoup apprécié dans l'évolution de tout ce qui est technologie, c'est les GPS.
Maintenant, tout le monde utilise presque un GPS. Moi, j'étais un des premiers fanats dans les GPS. Et en début, il fallait taper les coordonnées vraiment classiques, avec longitude, largitude, dans le GPS. Et c'était l'horreur. Et maintenant, tu peux dire GPS, emmène-moi vers XY et automatiquement, ça se déclenche. Et les cartes, elles sont visibles, elles sont parlantes, je trouve. Ouais, elles sont très claires, ouais. Voilà, c'est ça. Bon, après, on a toujours un GPS qui est assis à côté de soi, qui trouve toujours mieux dire que son GPS à soi-même, mais bon, enfin bref. Bon, et qui lit pas toutes les consignes. C'est moi qui lis pas toutes les consignes, mais bon, certains on peut les teindre, certains non. Voilà, l'adresse en entier, voilà. Ce petit souvenir de Bordeaux. Voilà. Et puis globalement, oui, c'est vrai qu'on retrouve de plus en plus de dispositifs numériques dans son ensemble, que ce soit les téléphones, les tablettes, les GPS, donc les autoradios dans Bluetooth, les objets connectés dont on a parlé il y a 2 mois, je crois, voilà. Donc tous ces objets sont de plus en plus utilisés, de plus en plus simples également pour l'utilisateur final. Oui, alors et moi je voulais aussi parler d'autres, enfin j'allais dire objets, non, c'est pas des objets, des applications, des services qu'on peut tous retrouver chez nous maintenant, et avant il fallait les mettre soi-même en place. C'est tout ce que maintenant les box de nos fournisseurs d'accès nous permettent d'avoir chez nous. Donc on avait fait une petite liste, il faut juste que je la retrouve. Voilà, donc on peut avoir des media centers, des navigateurs web intégrés à nos box, ce qui fait qu'on va avoir un navigateur sur notre télé, si on n'a pas une télé connectée comme certains peuvent l'avoir. On peut avoir des magnétoscopes numériques aussi, du time shifting, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre en pause pour aller faire sa pause pipi pendant un match de foot. D'ailleurs, je te laisse 30 secondes avant la pause. D'accord, voilà. Enfin voilà, des accès directs à YouTube notamment, et tout ça, c'est nos box qui nous les donnent, alors qu'avant, il fallait, pas pour tout, mais en tout cas pour certaines de ces applications, il fallait les mettre en œuvre soi-même. Oui. Se dédier un ordinateur bien pour avoir son home theater chez soi. C'est maintenant un ordinateur. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ils font tout maintenant, sauf les pains. C'est un petit terminal sous système Linux général. Voilà. Ok, alors on va faire une